Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 28 mars 2020 pour le 183e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport qui va être bien sûr fortement axé sur le coronavirus, qui a, semble-t-il, quand même un impact sur les bombardements, puisque ces derniers ont diminué, mais aussi sur la situation générale en Ukraine, puisque du 21 au 27 mars 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 54 reprises, donc on est à moitié moins par rapport à la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 131 obus de mortier, 220 et 82 mm, donc 3 fois moins que la semaine passée, pour un total de 430 munitions, donc là aussi plus de moitié moins que la semaine dernière. Donc on voit que l'artillerie avait disparu, mais elle est réapparue aujourd'hui. Ils ont tiré aujourd'hui l'artillerie de 122 mm, ils ont blessé une civile, donc c'est assez aléatoire en fait. Il faut rajouter les 10 violations et 47 munitions, dont 30 obus de mortier de 120 et 82 mm tirés par les forces armées ukrainiennes contre les RPD durant les dernières 24 heures. Les tirs de cette semaine en RPD ont blessé un soldat et 3 civils, on n'a pas eu de mort heureusement, plus une civile qui a été blessée comme je le disais cet après-midi à Staro-Mikhailovka lors de ces tirs d'artillerie de 122 mm. On a eu 16 habitations et pièces d'infrastructure qui ont été endommagées en RPD, plus 4 durant les dernières 24 heures. Côté ukrainien, les pertes hors combat sont de 6 morts et 7 blessés cette semaine. Au niveau armes lourdes, les services de renseignement de l'RPD ont détecté 164 pièces d'équipement lourd près de la ligne de front cette semaine, donc on a bien plus que la semaine dernière, ce qui semble indiquer que le calme relatif de cette semaine n'est peut-être pas parti pour durer. Ils ont détecté entre autres 8 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm, un canon d'artillerie dont le calibre et le modèle n'a pas été déterminé, un mortier de 120 mm, 5 mortiers de 82 mm, 6 systèmes de défense antiaérien OSA, 3 systèmes de défense antiaérien Zhushka 23, un système de défense antiaérien Tunguska. Pareil, tous ces systèmes, je ne sais pas à quoi ils servent, puisque je rappelle, la RPD n'a toujours pas d'aviation militaire. Voilà. Ont aussi été détectés 19 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 61 véhicules de combat d'infanterie, 5 automitrailleuses BRDM, 4 véhicules de transport de troupes TLB et 14 véhicules blindés et 32 chars T64. Voilà, donc je vous dis, je pense que c'est un calme relatif. Pour cacher la présence de tout cela, bien sûr, l'armée ukrainienne brouille le signal des drones de l'OSCE. Je vais vous montrer la petite carte qui vous montre ce qu'ils sont en train de faire. Donc, désolé, j'ai une petite bouboule de poil qui m'a rejointe depuis aujourd'hui. Voilà, et qui tient pas en place. Voilà, donc je vous présente Crimée. Non, c'est pas une blague. Alors, au niveau violation des accords de Minsk et puis même de toutes les normes du droit international, le 25 mars au matin devait avoir lieu des réparations d'un transformateur électrique à Yasnoye, donc qui est un petit village près de Dokuchaïevsk. Un sniper ukrainien a rien trouvé de mieux à faire que d'ouvrir le feu sur les équipes de réparation et les représentants de la RPD au sein du centre conjoint contrôlé de coordination du cessez-le-feu, faisant un blessé parmi les observateurs. Je signale quand même et je rappelle que comme d'habitude lorsqu'il y a ce type de travaux dans une localité proche du front, la partie ukrainienne est prévenue à l'avance, qu'on lui demande des garanties de sécurité via l'OSCE, qu'il y a aussi des patrouilles miroirs des deux côtés de l'OSCE et du CCCC pour s'assurer que il n'y aura pas de tir pendant les réparations. Et puis que l'OSCE a aussi servi d'intermédiaire pour annoncer le début des travaux. Malgré ça, et malgré les garanties de sécurité fournies par l'Ukraine, et la présence de l'OSCE, donc comme je le disais, un sniper ukrainien a ouvert le feu à 10h20 sur les équipes de réparation, blessant par balle un observateur du CCCC, donc l'homme a été blessé à l'avant-bras droit, mais bon, ces jours ne sont pas en danger. D'après les informations fournies par la représentation de l'RPD au sein du CCCC, les tirs auraient été menés depuis la zone de Berezovoye, qui est sous contrôle de la 128e brigade des forces armées ukrainiennes. Alors, le plus incroyable, c'est que les observateurs de l'OSCE, qui étaient non loin, ont été témoins de la violation totale des accords de Minsk et de cette trêve conclue pour mener les réparations. Mais ils l'ont pas mis dans leur rapport. C'est quand même incroyable, hein. Moi je trouve ça assez scandaleux quand même.
Je rappelle que les représentants de l'RPD au sein du CCCC sont des observateurs. Voilà, ils ont peu ou prou, on va dire, le même genre de statut que les observateurs de l'OSCE. Donc ils devraient être traités comme tels. Et donc de même que quand des observateurs de l'OSCE ont été blessés ou tués, c'est inadmissible. C'est pareil pour ceux du CCCC. Oui. Alors... La RPD a bien sûr pas exclu que le tir de ce sniper soit lié aux récentes menaces d'un représentant ukrainien envers les observateurs de la RPD au sein du CCCC, entre autres ceux qui assuraient en tout cas l'escorte quotidienne des équipes de travail qui font tourner les stations, donc celle d'épuration de Donetsk et la station de pompage de Vassilievka. Une escorte qui, je le rappelle, a été rendue nécessaire par les tirs réguliers de l'armée ukrainienne contre les deux stations et leurs environs, qui avait d'ailleurs poussé l'OSCE à cesser de patrouiller dans ces zones-là, pour des raisons de sécurité. Suite à ce tir de sniper ukrainien contre un observateur de la RPD au sein du CCCC, eh bien, la représentation de la République a décidé de suspendre son escorte des rotations des équipes de travail qui assurent le fonctionnement de la station d'épuration et de la station de pompage de Vassilievka. Et résultat, eh bien, en l'absence de garantie de sécurité et d'escorte, les employés de la station d'épuration ont refusé de se rendre au travail, estimant que c'était trop dangereux pour leur vie. Et donc la direction de la compagnie Eau du Donbass a décidé de fermer la station d'épuration située, donc je le rappelle, entre Avdiivka et Yassino-Vataya. Résultat, Avdiivka, Vernetoretskoye et Vassilievka sont totalement privés d'eau courante. Plusieurs districts de Donetsk ont vu leur approvisionnement en eau réduit de 30%. Bon, il semble qu'une solution a été trouvée après discussion lors de groupes de contact trilatéraux au format vidéoconférence, pour obtenir de nouvelles garanties de sécurité de la part de la partie ukrainienne. Mais enfin bon, comme on voit, ça vaut pas grand chose parce qu'ils passent leur temps à violer tout ce qu'ils signent et tout ce qu'ils acceptent. C'est quand même, c'est catastrophique, quoi. Il a fallu faire intervenir la MSS de l'OSCE pour obtenir une résolution rapide de cette situation critique. Mais bon, c'est comme on voit. L'Ukraine, ce qu'elle signe en termes d'accords, que ce soit les accords de Minsk, la trêve, ou même la Convention de Genève, bon, on s'en fiche, quoi. Alors, puisque comme je le disais, au niveau des accords de Minsk, eh bien, coronavirus oblige, la dernière réunion des groupes de contact a eu lieu au format vidéoconférence, et elle a prouvé que l'Ukraine n'en a vraiment rien à faire de ce qu'elle signe, puisque, bon, déjà, le groupe de contact en charge des questions politiques n'a pas pu avoir lieu soi-disant parce que le représentant ukrainien n'était pas en état de santé. Voilà. La réunion du groupe de contact en charge de la sécurité a eu lieu, mais a débouché sur une impasse, puisque l'Ukraine refuse les deux nouvelles localisations proposées par l'RPD pour mener, je rappelle, le retrait des forces et des équipements qui devaient normalement se terminer fin de ce mois-ci. On n'a toujours pas déterminé les 3 nouvelles zones pilotes. On est en train de terminer le mois de mars quand même. Donc résultat, il n'y a toujours aucun consensus, grâce au sabotage constant de l'Ukraine qui propose des zones qui ne conviennent pas et qui refuse celles qui conviennent, ce qui montre bien, comme je vous le dis, qu'ils n'ont aucune intention d'appliquer ce qu'ils ont signé. D'ailleurs aussi bien sur le volet sécurité que sur le volet politique, puisque je rappelle, alors que la réunion du groupe de contact sur les questions politiques n'a pas pu avoir lieu sous prétexte que l'état de santé du représentant ukrainien Alexei Reznikov ne le permettait pas, même en vidéoconférence. C'est marrant, mais il a quand même eu assez de force pour communiquer avec les journalistes ukrainiens, pour raconter partout que de toute façon ça serait impossible de parvenir à des accords écrits au sein du groupe de contact, vu que la réunion se fait en mode vidéoconférence. Ce qui montre que non seulement il a menti sur son état de santé, qui soi-disant ne lui permettait pas d'assister à la réunion, mais qu'en plus, là, l'Ukraine fait preuve de la mauvaise volonté la plus crasse, parce que comme l'a souligné la ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova, quand on veut, on peut, surtout à l'ère du numérique, quand même, elle a rappelé quand même que le plus important pour résoudre un conflit, c'est la volonté et la bonne foi des deux parties, voilà. Puis elle montre que voilà, il y a de nombreux exemples qui montrent
à travers le monde, hein, dans quel format des accords peuvent être adoptés et consolidés, même quand les parties ne peuvent pas se rencontrer en personne, hein, surtout qu'aujourd'hui la diplomatie est largement digitalisée quand même, hein. Donc elle a demandé à Kiev d'arrêter de prendre la situation épidémiologique défavorable comme excuse pour ne pas remplir ses obligations et commencer à mettre en œuvre les accords de Minsk. Bon, je pense que c'est très mal parti parce que le Reznikov, il a poursuivi dans les déclarations délirantes en disant que de toute façon ils n'entérineront pas le statut spécial du Donbass dans la constitution ukrainienne, ce qui est une violation totale des accords de Minsk. Voilà, bon, je pense que ça se passe de commentaires. C'est juste hallucinant. Enfin, je veux dire, voilà, vous voyez que c'est vraiment Kiev qui est responsable de l'échec des accords de Minsk. Hein. C'est vraiment... Et puis alors, ils nous en ont fait une autre belle. Hein, parce que sur fond d'épidémie de coronavirus toujours, l'Ukraine aurait soi-disant demandé une trêve dans le Donbass, hein, faisant suite à la demande du secrétaire général de l'ONU. Alors pour rappel quand même, la RPD et l'RPL ont réagi tout de suite à la demande de Monsieur Guterres de décréter un cessez-le-feu mondial dans toutes les zones de conflit au nom de la lutte contre le coronavirus. La RPD et l'RPL avaient été les premières à soutenir cette initiative en disant qu'effectivement, voilà, il faudrait... c'est ce qu'il faudrait faire. L'Ukraine réagit avec 3 temps de retard et en plus de manière assez délirante. C'est Irina Vereshchuk, qui est une députée du parti Zelensky, qui a déclaré que la partie ukrainienne représentée par Leonid Kouchma a demandé à l'OSCE de demander à la Fédération de Russie de cesser le feu dans le Donbass, hein, un cessez-le-feu inconditionnel complet et global pour la période de la pandémie. Hein, voilà, donc elle a souligné que ça faisait suite à l'appel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Hein, et elle a dit aussi qu'il n'y avait pas eu de réaction de la Russie à la proposition de Kiev. Ce qui est en fait normal, puisque comme je l'indiquais encore récemment, la Russie n'est pas en guerre contre l'Ukraine et ne l'agresse pas dans le Donbass. Donc pourquoi demander à la Russie, via l'OSCE en plus, hein, d'instaurer un cessez-le-feu entre les deux pays alors qu'ils ne sont pas en guerre? Voilà, si l'Ukraine veut un cessez-le-feu complet dans le Donbass, il lui suffit d'en discuter avec la RPD et la RPL via vidéoconférence. C'est pas compliqué quand même. Hein, c'est les groupes de contact trilatéraux, ils sont faits pour ça, hein, quand même. Donc ça rime à quoi de voir Kouchma, le représentant ukrainien en chef, ne pas assister aux réunions des groupes de contact, y compris via vidéoconférence, soi-disant à cause du coronavirus, avant de jouer au téléphone arabe, en demandant à l'OSCE de transmettre à la Russie, qui de toute façon va transmettre à la RPD et la RPL, puisque ce sont elles qui sont concernées par la Fédération de Russie. C'est-à-dire un point qu'a souligné le politologue Vladimir Kornilov, hein, qui a fait un parallèle pour souligner le ridicule de cette situation. Il dit, si par exemple la Russie se tournait maintenant vers les îles Malouines pour demander d'influencer l'Ukraine pour qu'elle arrête de tirer dans le Donbass, est-ce que ça aidera à résoudre le conflit d'une manière ou d'une autre? Je pense pas. Hein, voilà. Ça a l'air d'ailleurs complètement surréaliste, surtout quand on voit la situation sur le terrain. Hein, je veux dire, si l'Ukraine veut vraiment un cessez-le-feu dans le Donbass, qu'elle commence par donner l'exemple. Vous avez pu voir avec les chiffres de la semaine que j'ai donné en début de rapport de situation qu'on n'y est toujours pas. Voilà. Donc qu'elle commence par cesser le feu, par retirer ses troupes pour les foutre en quarantaine, parce que comme l'a souligné Kornilov, il y a quand même des grosses rumeurs indiquant que des soldats ukrainiens sont atteints du coronavirus. Et quand on regarde la situation militaire avec les chiffres que je vous ai donnés en début de rapport, je veux dire, demandez une trêve, mais de qui on se moque? Mais commencez par l'appliquer. Voilà, arrêtez de tirer, déjà. Commencez par appliquer la trêve qui est dans les accords de Minsk, que vous avez signé 2 fois, je le rappelle. Voilà. C'est là, ça s'appelle se moquer du monde. Hein. C'est d'ailleurs plus ou moins comme ça que l'a pris le représentant de l'RPL à Minsk, Rodion Mirochnik, qui a qualifié cette déclaration de la députée ukrainienne de provocation. Il a dit, il y a maintenant une réunion du groupe de contact sous forme de vidéoconférence, mais elle est en cours, et c'est là que cette question peut être résolue en s'adressant directement aux républiques, mais en s'engageant en même temps à cesser le feu. Mais Kiev ne le fait pas, et Kouchma n'est pas là, il ne communique pas par vidéoconférence par crainte du coronavirus. Ça, c'est quand même extraordinaire. Quelqu'un pour expliquer à Kouchma que le coronavirus n'est pas un virus informatique. Hein. Il se transmet pas par les ordinateurs. Voilà. Et d'ailleurs, Mirochnik dit qu'en conclusion, qui s'impose d'elle-même, c'est que Kiev n'a aucune volonté réelle d'arrêter les fusions de sang et la guerre. C'est du coup de com'. Voilà.
C'est tout. Le politologue Maxime Jarov, lui, pense que c'est une initiative de certains députés de la Rada qui veulent se faire un peu de pub en surfant sur la proposition de Guterres. D'ailleurs, il a dit lui aussi, comme Kornilov et comme Mirochnik, que l'Ukraine ne devrait pas s'adresser à la Russie, mais aux dirigeants de l'RPD et de l'RPL avec une proposition de trêve dans le Donbass, puisque c'est avec eux que les accords de Minsk ont été conclus, que l'Ukraine ne met d'ailleurs pas en œuvre. Et il a dit que si l'Ukraine n'applique pas le cessez-le-feu dans le cadre de Minsk 2, pourquoi appliquerait-elle la trêve dans le cadre de l'initiative du secrétaire général de l'ONU ? Moi aussi, je me suis posé la même question. Voilà, donc c'est une opération de com', c'est juste pour se donner une bonne image, tout en continuant de violer les accords de Minsk chaque jour. Voilà, il reste qu'à espérer que l'épidémie de coronavirus et les conséquences de l'état d'urgence décrété par l'Ukraine finissent par pousser Kiev à un petit peu plus de pragmatisme et à réellement appliquer le cessez-le-feu dans le Donbass. Voire, soyons fous, à cesser son hystérie russophobe pour demander l'aide de la Russie, comme l'Italie l'a fait. Parce que pour le reste, c'est pour l'instant très mal parti. Puisque même sur le volet politique, je vous disais donc déjà Reznikov qui dit qu'il est hors de question de mettre dans la constitution ukrainienne le statut spécial du Donbass. Mais il y a un autre point là qui est quand même très en danger, c'est le fameux conseil consultatif. Vous savez, le truc dont je vous avais dit, ça a l'air d'être une bonne initiative, une bonne avancée, mais prudence. J'avais raison d'être prudente, parce que à peine une semaine après la signature par l'Ukraine du protocole devant mener à la création de ce conseil consultatif, qui je rappelle doit permettre à Kiev de négocier directement avec la RPD et la RPL pour régler pacifiquement le conflit dans le Donbass, il y a des députés de la Rada qui ont proposé de déclarer cette initiative comme illégale. Voilà. Je rappelle quand même, ce protocole est issu de discussions entre Andrei Yermak, qui est le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, et Dmitry Kozak, qui est le conseiller de Vladimir Poutine en charge de l'Ukraine et du Donbass, donc qui remplace Surkov. Et suite à ces discussions, donc ce protocole avait été mis au point et signé une première fois le 11 lors d'une réunion des groupes de contact à Minsk. Voilà, et ça devait être confirmé le 25. Je vous épargne le suspense, ils ont rien signé. Voilà. C'était à peine mis au point ce truc que Yermak déclarait déjà qu'il n'y aurait pas de reconnaissance des républiques ni négociation directe. Donc le mec, il négocie avec Kozak. On aboutit à ce truc-là, et le protocole est à peine signé que le mec te dit, mais en fait, non, on va pas le faire, quoi. Ça montre que vraiment l'Ukraine n'a aucune parole, c'est magnifique. Suite à cette déclaration de Yermak, 3 jours plus tard, c'est un des députés du parti de Zelensky qui a déclaré qu'il était hors de question de négocier directement avec les deux républiques populaires. Donc très vite, moi j'avais dit que le peu d'espoir qui était placé dans cette initiative, je pense que voilà, on avait la confirmation que mes craintes étaient fondées, que c'était qu'une opération de com de Zelensky et pas une réelle volonté de rétablir la paix dans le Donbass. Suite à ces déclarations qui désavouaient clairement ce que l'Ukraine venait de signer, des députés du parti de Zelensky, donc même pas des gars de Svoboda, avaient écrit une lettre ouverte au président ukrainien dans laquelle ils s'opposaient à la création de ce conseil consultatif. Il demandait à Zelensky de donner des instructions à ses représentants à Minsk pour qu'ils reviennent dans le cadre de la législation ukrainienne et empêchent la mise en œuvre des décisions prises sur la création du conseil consultatif d'une manière et sous des formes qui ne trouvent pas le soutien du peuple ukrainien. Ça reste à vérifier. J'aime bien les mecs qui parlent au nom du peuple. Contredisent la législation actuelle de l'Ukraine et les intérêts nationaux. Alors en fait, la législation actuelle de l'Ukraine, que ça contredit, et je vais y revenir après, c'est la fameuse loi sur la désoccupation du Donbass, qu'avait fait passer Poroshenko. Et j'avais dit que ça, c'était un moyen définitif d'empêcher l'application des accords de Minsk, et on le voit. Et donc, suite à cette lettre ouverte de députés du parti de Zelensky, ces 51 députés des partis d'opposition que sont Solidarité Européenne, qui est le parti de Poroshenko, Voix et Patrie, qui ont proposé au Parlement ukrainien de reconnaître comme illégale donc la décision d'établir un conseil consultatif avec des représentants de l'RPD et de la RPL. Et puis, voilà, là c'est vraiment la tentative de sabordage ultime. Voilà, une fois qu'on avait eu déjà Yermak qui disait non, ça on va pas le faire, ça on va pas le faire. Après la lettre ouverte des députés du parti Zelensky, maintenant l'opposition rentre là-dedans. Donc vous vous étonnerez pas, on trouve là-dedans les va-t-en-guerre habituels comme Poroshenko, comme Paroubi, voilà. C'est quand même assez édifiant pour moi d'ailleurs de voir l'ancien président ukrainien qui a quand même signé 2 fois les accords de Minsk.
tenter d'empêcher une initiative qui vise à mettre en œuvre ces accords. C'est bien. Non, mais quand je vous disais que ces accords avaient été signés juste pour empêcher l'annihilation de l'armée ukrainienne et pas du tout pour régler pacifiquement le conflit. Voilà, c'est tout. Voilà. On n'en fera pas un troisième, hein, je vous le dis tout de suite. Donc ils ont fait une proposition de résolution qui a été déposée sur le site de la Rada, qui dit que considérant les documents convenus et signés donc le 11 mars 2020 lors de la réunion du groupe de contact à Minsk, que ces propositions sont en contradiction directe avec la constitution de l'Ukraine, la fameuse loi sur la désoccupation du Donbass du 18 janvier 2018 et les intérêts nationaux de l'Ukraine, que c'est inacceptable que les représentants ukrainiens continuent de signer toute décision relative à la création de ce conseil consultatif, qu'il faut négocier seulement avec les représentants officiels de la Fédération de Russie en tant qu'État ayant commis une agression armée contre l'Ukraine. Non. Non. Non, non. Non. C'est du délire. Oui, après il nous rajoute un petit point comme quoi il faut qu'un cessez-le-feu inconditionnel à long terme doit être une condition préalable à toute mesure visant un règlement pacifique. Sauf que vous le violez vous-même, le cessez-le-feu. Donc on fait comment, en fait ? Parce que vous fournissez vous-même l'excuse, en fait, pour ne pas appliquer ce que vous signez. C'est quand même grandiose, hein. Bon, c'est du délire à plus d'un titre, hein, parce que bon, là, ils essaient de remettre sur les rails leur propagande officielle de l'État agresseur russe qui a été mise à mal, hein, par ce protocole de conseil consultatif, hein, puisque, comme je le rappelle dedans, clairement, l'Ukraine, l'RPD et l'RPL sont montrés comme étant les parties du conflit qui doivent discuter ensemble. Russie, France, Allemagne, OSCE sont clairement indiqués comme étant des garants, parce qu'ils sont déjà au niveau des accords de Minsk, mais là c'est beaucoup plus clair. Voilà. Et là, on nous ressort l'État agresseur russe, ce genre de conneries. Le problème, c'est que c'est pas crédible, parce que pour que ça le soit, il aurait fallu que l'Ukraine fasse deux trucs. Un, déclarer officiellement la guerre à la Russie. Il n'y a pas de déclaration de guerre entre l'Ukraine et la Russie, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Hein. Et deuxièmement, elle aurait dû porter plainte contre la Russie auprès du tribunal de l'ONU pour annexion de territoire dans le Donbass, ou même en Crimée, ce qu'elle n'a jamais fait, ni dans un cas ni dans l'autre. Pourquoi ? Parce que, comme je dis, comme l'indique ce protocole qui a été signé par l'Ukraine le 11 mars, le conflit est entre l'Ukraine, l'RPD et l'RPL, et pas du tout entre l'Ukraine et la Russie. Voilà. Elle n'est que garante. Et Kiev sait que devant le tribunal de l'ONU, ces grands délires, sans preuve, ça passera pas. Ça va avoir du mal, là, quand même. Donc, résultat, l'Ukraine continue son cirque et puis ses petites accusations médiatiques. Et puis, parce que là, il n'y a pas besoin de preuves. Hein, avec des médias aux ordres, tu peux leur faire raconter n'importe quoi. Et puis, elle revient encore une fois sur ce qu'elle a signé. Donc là, c'est le conseil consultatif. Hein, c'est les changements dans la constitution ukrainienne, etc., etc., etc. Enfin, voilà, je vous le dis, hein, l'application des accords de Minsk, c'est toujours pas pour demain. Moi, les gens qui me disent, oui, Volodymyr Zelensky veut faire la paix. La preuve que non. Regardez les faits. Regardez les faits. Et puis on va parler donc de l'évolution de la situation en Ukraine du point de vue du coronavirus. Alors en RPD, on n'a toujours pas de cas, mais on a de nombreuses suspicions. On a pas mal de gens qui sont à l'hôpital, là, qui ont été testés. On attend les résultats des tests, parce que les tests qu'on fait sont des tests qui sont pas très rapides. Ce sont des tests qui mettent plusieurs jours à donner les résultats. Donc là, on a pas mal de gens à l'hôpital, on a beaucoup de gens en quarantaine à la maison. Donc des gens qui sont revenus de l'étranger, qui ont été mis en quarantaine d'office pour 14 jours, sous surveillance médicale. Pour l'instant, on n'a aucun test positif, mais là, on a renforcé déjà les mesures. Là, ce week-end, entre autres, les restaurants ferment à 15h. Voilà, comme je disais précédemment, les événements culturels sportifs ont déjà été annulés, les élèves sont renvoyés chez eux. Voilà, on essaye vraiment
d'empêcher la casse, mais je pense qu'on va finir par avoir des cas. Les personnes âgées, on leur a recommandé de rester chez elles. Des bataillons de volontaires sont en train d'être constitués. Un appel aux jeunes a été lancé par les autorités de la République pour aider en fait à aller apporter tout simplement les biens de première nécessité, donc nourriture, médicaments aux personnes âgées pour qu'elles puissent rester chez elles, se mettre à l'abri en fait du virus. L'appel aux gens à porter des masques. Oui, apporter des masques a été mis sur des affiches un peu partout en ville, propagé aussi sur les réseaux sociaux sous format d'images, se laver les mains régulièrement, éviter les zones où il y a beaucoup de gens, sortir le moins possible. Donc on n'est pas en mesure encore de confinement, mais les autorités commencent à y réfléchir, même si, comme l'a dit Denis Pouchiline, pour nous, ça serait difficile. D'un point de vue économique, si on met l'économie à l'arrêt, ça va être très dur, parce qu'on n'a pas les moyens de la Russie. Donc on essaye d'empêcher d'en arriver là. En Russie, là, pour une semaine, le pays est confiné. Pour une semaine. Donc, comme en France, les gens peuvent sortir pour aller faire des courses alimentaires ou aller à la pharmacie, ce genre de choses. Seuls les magasins, on va dire, ou les industries vitales sont maintenus en état d'activité. Pour le reste, les gens devront rester à la maison et auront leur salaire qui sera versé. Vladimir Poutine a donné un certain nombre de mesures fiscales, entre autres vis-à-vis des oligarques qui font de l'évasion fiscale pour taxer en fait le pognon qu'ils placent dans des zones offshore pour financer tout ça. Voilà. Donc, juste pour la petite comparaison pour voir avec la France. Mais en Ukraine, ça devient vraiment le bazar. Le pays tout entier a été mis en état d'urgence. L'accès aux transports en commun a été encore plus réduit, ce qui fait craindre un effondrement économique et social du pays. Certains experts pensent que ces mesures disproportionnées visent à susciter la panique et l'effondrement de l'économie ukrainienne pour forcer la main du FMI. L'Ukraine en est maintenant à 311 cas officiels de coronavirus et 5 morts. Mais bon, vu la proportion de personnes testées, je pense que la réalité est très au-dessus de ce chiffre. Je pense que c'est comme en France, je pense que c'est juste le haut de l'iceberg. Et donc là, le 25 mars, il a été décidé de prolonger le confinement d'1 mois et d'étendre l'état d'urgence à la totalité du pays, de fermer la frontière, même à ses propres ressortissants. Depuis hier soir, on a vu des scènes absolument hallucinantes à la frontière avec la Pologne, où des gens se sont massés, beaucoup n'ont même pas pu passer. Donc il y a des Ukrainiens qui voulaient rentrer en Ukraine, qui sont désormais coincés en Pologne et qui sont à la frontière. C'est un bazar inimaginable. La quarantaine qui était déjà commencée a été durcie. Tous les établissements scolaires, cinéma, théâtre, cafés, bars, restaurants et centres commerciaux ont été fermés. Les transports en commun ont été soit fermés, soit fortement restreints. Donc maintenant, seuls les personnels soignants, les travailleurs assurant les services communaux, genre gaz, électricité, l'eau courante, etc., les travailleurs sociaux, les employés de services essentiels ont droit d'utiliser les transports en commun. Tous les autres se font refuser. La garde nationale et la fameuse garde municipale, toutes deux issues d'organisations et de bataillons néo-nazis, sont chargées de vérifier si les personnes qui montent dans les transports en commun ont le fameux laissez-passer qui n'est accordé qu'à ces catégories donc de personnes. Donc clairement, cette décision renforce le pouvoir de ces organisations et de ces bataillons néo-nazis ukrainiens et donc de leur chef, Arsène Avakov, le ministre de l'Intérieur. Résultat, Avakov se prend pour le président, commence à faire des déclarations sur son mur Facebook qui sont pas celles que devrait prendre un ministre de l'Intérieur, puisqu'il parle de la nécessité de l'État de payer les gens mis au chômage technique, qui est pas mauvais, je veux dire, il a raison là-dessus, pour éviter de laisser les gens sans rien pour vivre, ce qui était ce que je craignais énormément quand j'en ai parlé la semaine dernière, de prévoir en gros des subventions pour tout ce qui est logement et services communaux, interdire le licenciement des employés des entreprises d'État. Il a dit, soyons honnêtes, la plupart des gens en Ukraine vivent sans économie importante, de nombreuses familles vivent de ce qu'on appelle de salaire à salaire, et nous avons le coronavirus et la quarantaine. De nombreuses entreprises s'arrêtent, les mesures de quarantaine obligent de nombreuses petites entreprises à commencer à fermer. Donc il dit 1 mois passe, les gens n'ont peut-être pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille pour acheter de la nourriture et des médicaments. Pour beaucoup c'est un problème et la crainte numéro 1 maintenant, c'est hélas un fait qui ne peut pas être ignoré. Donc ça confirme ce que je vous disais la semaine dernière sur la nécessité pour les Ukrainiens d'aller travailler faute d'économie ou de système d'indemnisation sérieux. Ce risque de voir les gens mourir de faim faute d'argent fait aussi écho à la déclaration qui avait été faite par Gennady Korban la semaine passée. Je vous renvoie à mon site rep et à l'article ad hoc de la semaine dernière.
Avakov a alors proposé de s'assurer que personne ne soit laissé sans moyen de subsistance, en disant néanmoins que le pays est trop pauvre pour faire comme sous le communisme, hein, il se défend d'être pro-communiste. Il propose d'accorder une allocation de chômage technique de 2500 à 3000 grivnias par mois, ce qui fait en gros entre 83 et 100 euros, ce qui est déjà bien moins que les 140 euros du salaire minimum en Ukraine. Il a ensuite détaillé 8 mesures pour financer toutes ces super idées. Et puis au milieu de tout ça, il dit qu'il discute activement de tout ça avec le Premier ministre et le Président. Sauf que, bon, ces idées, même si elles sont bonnes, hein, en théorie, ça porte tous sur des sujets qui ne le concernent pas en tant que ministre de l'Intérieur. Lui, la seule chose dont il doit se soucier actuellement, c'est assurer le contrôle de la quarantaine, hein, via la police, la garde nationale, etc., et s'assurer que la situation ne dégénère pas façon émeute et pillage pour cause de famine. C'est la seule chose dont il doit s'occuper. Voilà. Le fait que ce soit Avakov qui fasse de telles propositions économiques montre que Zelensky est soit incompétent, soit il dirige rien. Ou les deux à la fois, remarque, hein, l'un n'exclut pas l'autre. Mais ça montre que Avakov est en train d'utiliser la crise provoquée par le coronavirus pour accroître encore plus son influence dans le pays. Hein, c'est ce qu'a déclaré d'ailleurs l'analyste politique Alexei Yakoubine. Il dit, voilà, on voit qu'Avakov a récemment commencé une activité intense, il écrit sur des plans économiques, que des régimes seront introduits en fonction des villes, bien que tout cela, rien de tout cela ne relève de la compétence du ministre de l'Intérieur. Le désir d'Avakov d'utiliser toute cette histoire pour accroître sa propre influence est clairement visible. Certains acteurs clés le comprennent également. Il semble qu'Avakov n'est pas le seul à essayer de tirer profit de la crise provoquée par le coronavirus. Il semble que Zelensky aussi. C'est l'impression que ça donne à plusieurs experts politiques, parce que la façon dont le gouvernement ukrainien gère la crise avec des mesures de quarantaine aussi draconiennes quand l'Ukraine avait encore assez peu de cas. Là maintenant ils sont passés à 311, mais là ils étaient encore à une trentaine, hein, quand ils ont déclaré toutes ces mesures. Ça fait penser à certains que Zelensky cherche à instaurer un climat de panique pour forcer la main du FMI. Hein, c'est-à-dire que là, pour l'instant, il avait un problème. Il n'arrivait pas à obtenir la prochaine tranche du FMI parce que il fallait voter des lois anti-Kolomoïski, si on peut appeler ça comme ça. Or, vu les liens entre Zelensky et Kolomoïski, ben forcément les lois elles n'ont pas été passées, donc le FMI traînait un peu des pieds. Sauf que sans l'aide du FMI, l'Ukraine serait obligée de faire défaut, c'est-à-dire de dire je paye pas mes dettes. Donc faillite, hein, pour dire un peu les choses clairement. Ce qui aurait mis un peu Zelensky dans le caca, et donc résultat, là il était quand même assez proche de l'effondrement politique, lui. Et donc là, avec le coronavirus, il semble que Zelensky s'est dit que mettre des mesures draconiennes en place pour plonger l'économie ukrainienne complètement dans le rouge, et ensuite utiliser ça comme chantage, levier de chantage envers le FMI, Ouais, c'est possible. C'est possible. D'ailleurs, Zelensky a lui-même contacté en personne la directrice du FMI pour insister sur la nécessité d'aider financièrement l'Ukraine à faire face au coronavirus. Hein, c'est quand même un peu bizarre. Hein. L'idée, c'est en gros de faire chanter le FMI en disant que le FMI peut pas abandonner la jeune démocratie ukrainienne, hein, qui lutte courageusement contre le coronavirus. Hein. Et là, ils sont en train en fait de spammer le FMI en mode 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce qu'il craque. Voilà. Donc c'est ça un peu l'idée. Pour cet expert qui a émis cette hypothèse, Golovatchov, le FMI se trouve maintenant dans une situation difficile, comprenant bien que l'Ukraine essaie de lui extorquer de l'argent avec les formes, hein, avec la vaseline, mais que l'institution ne sera probablement pas en mesure d'opposer un refus total à l'Ukraine dans la situation actuelle. Et qu'il y a donc de bonnes chances que l'Ukraine reçoive une sorte de tranche d'urgence pour faire face au coronavirus. Le problème, c'est que c'est une vision court-termiste des choses et qui est dangereuse. Parce que à chaque fois que Zelensky joue comme ça, ouais, il gagne à court terme, mais à long terme, ça met l'Ukraine de plus en plus en danger. L'économie ukrainienne en plus est déjà très mal en point, le pays n'a rien d'une nation unie et uniforme, et jouer avec l'économie ukrainienne, là c'est de la roulette russe là, hein, mais là c'est de la roulette ukrainienne, tu vois, c'est la sauce ukrainienne, c'est encore plus dangereux. Il n'y a pas une balle dans le barillet, il y en a 3. Là ça pourrait avoir des conséquences extrêmement lourdes, parce que là le gouvernement ukrainien table sur une chute du PIB de 5% et un déficit à 7% au lieu de 2% en 2020. Dans le scénario le plus optimiste. Hein. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça va être dans la réalité. Les autorités de Kiev prévoient de dépenser 3,5 à 4 milliards de dollars pour les mesures de lutte contre le coronavirus grâce à l'aide du FMI, mais il faut encore obtenir cette somme, parce que c'est pas du tout garanti que le FMI va débloquer une tranche pareille. Donc,
Là, on a un autre politologue, Andrei Zolotarev, qui a dit que la situation pourrait dégénérer en tempête qui provoquerait l'effondrement de l'économie ukrainienne avec des émeutes à la clé. La crise était tellement prévisible que même Dimitri Gordon, qui est quand même, je rappelle, le gars le plus pro-Maïdan parmi les journalistes ukrainiens, c'est celui qui avait dit qu'il y avait un journaliste russe qui lui avait lancé le mauvais œil, là. Oui, c'est lui. Gordon a déclaré que l'Ukraine pourrait s'effondrer à cause de la crise du coronavirus, parce qu'il a déclaré lui-même que l'Ukraine n'existe pas encore en tant qu'État. Voilà, je veux dire, c'est pas de la propagande du Kremlin. Il dit de plus ces derniers temps, elle a tout fait pour ne pas se présenter du tout comme un État. Donc Gordon a expliqué que les Ukrainiens doivent s'attendre à de grands bouleversements, en disant que les institutions étatiques en Ukraine sont en train d'être détruites. C'est quelque chose dont il parle assez régulièrement. Il a d'ailleurs cité les mots d'un maire d'une des grandes villes ukrainiennes qui lui aurait dit que voilà, l'effondrement de l'Ukraine, c'est ce qui va se passer. La veille de la déclaration de Gordon, c'est Saakashvili, lui aussi, qui a fait une prédiction assez semblable en disant que l'Ukraine n'était pas prête à affronter une crise économique et tomberait dans une zone de turbulence totale. Il a fait la comparaison avec la Russie en disant que la Russie, elle a un airbag, elle a des milliards de dollars de réserves financières qui vont lui permettre de s'en sortir, mais que l'Ukraine, elle a rien. Elle a rien, ils n'ont pas de ressources, et il a dit l'Ukraine n'a pas d'État, pas d'institution étatique, donc il rejoint Gordon, là-dessus ils sont assez raccords. La situation est telle qu'un député de l'opposition, Vadim Rabinovitch, a suggéré que l'Ukraine devrait demander l'aide de la Russie, comme l'Italie l'a fait, au lieu d'attendre d'être sauvée par ses partenaires occidentaux. Il a dit il faut arrêter de flirter avec tous nos partenaires stratégiques qui nous ont tout promis, comprendre que le pays est laissé face à son propre malheur, et nous devons faire appel à ceux qui peuvent nous aider. Je pense qu'aujourd'hui nous devrions nous excuser auprès de la Chine communiste pour notre décommunisation. Je pense que nous devrions nous tourner vers la Russie pour obtenir de l'aide. Il n'y a aucune honte à cela quand il s'agit de la vie des gens. Nous devrions le faire. L'autre sujet d'inquiétude de certains experts, c'est qu'il n'y a pas que le problème économique, c'est l'absence d'unité du pays. Les lignes de fracture de l'Ukraine dont je parle assez régulièrement. Que la crise du coronavirus pourrait encore venir à grandir. On a un autre politologue, Vladimir Olenchenko, qui a rappelé qu'il y a plusieurs Ukraines en réalité, que toute crise supplémentaire comme celle du coronavirus aggraverait les lignes de fracture entre les différentes parties du pays. Il a dit que l'Ukraine n'est pas homogène sur le plan économique et politique, ainsi que dans sa mentalité. Et il dit que la crise de 2014 a déjà affaibli les liens entre les différentes régions de l'Ukraine, que d'anciens dirigeants de l'Ukraine et des politiciens ont déjà parlé de cet affaiblissement de type désintégration, et que cette inquiétude de voir l'Ukraine se désintégrer est justifiée. Il dit tout phénomène de crise supplémentaire qui inclut le coronavirus et les prix imprévisibles des hydrocarbures renforce bien sûr les phénomènes centrifuges entre les régions de l'Ukraine. Pour lui, l'évolution de la situation va dépendre des actions prises par les autorités ukrainiennes, mais pour lui, le fait qu'entre autres, elle règle toujours pas pacifiquement le conflit du Donbass, déjà c'est mal barré, et ça augmente le degré de fracturation de l'Ukraine. En attendant que les autorités réagissent, comme en France, c'est la société civile qui s'organise pour fournir entre autres des masques à la population, entre autres l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou qui a annoncé que les ateliers de ses paroisses en fait se sont reconvertis totalement pour produire des masques, pour les livrer à ses paroissiens gratuitement. Ils assureront aussi l'achat et la livraison de nourriture pour les personnes âgées. Pour moi, malheureusement, ça suffira pas à empêcher que la situation ne dégénère. Le gouvernement ukrainien risque gros ce coup-ci. Pour moi, soit ça passe, soit ça casse. Mais le risque d'effondrement de l'Ukraine et de voir le pays éclater est plus fort que jamais, au vu de l'impact dévastateur que les mesures prises pour contrer le coronavirus ont et vont avoir sur l'économie ukrainienne. Tout va donc dépendre de l'aide accordée par le FMI, potentiellement l'Union européenne et les États-Unis, et surtout sur la quantité d'aide fournie qui ira réellement soutenir l'économie ukrainienne. Donc ça va dépendre de la quantité que les mecs vont se mettre dans les poches. Concernant les masques, j'en avais parlé dans un de mes articles. Alors je vais vous montrer à quoi peut ressembler un des masques, voilà, du CHU, du modèle du CHU de Grenoble. Donc celui-là, il est à 3 couches. Donc 2 couches de coton extérieur et une couche de polaire à l'intérieur qui sert de filtre. Voilà, et donc il est lavable. Il est lavable. Et voilà, ça peut protéger, vu qu'en France, vous n'avez pas de masque pour les particuliers. Faites-en vous-même, c'est pas très compliqué. Le tutoriel est en ligne. J'ai mis le lien dans l'article sur le coronavirus. Vraiment, faites-le.
Ici, les gens commencent bien à s'équiper. Hein. Déjà, je commence à voir de plus en plus de gens avec des masques dans la rue. J'en porte moi-même. Voilà, dans les pharmacies, tous les pharmaciens, les pharmaciennes ont des masques. Donc vraiment, enfin, n'attendez plus. Je veux dire, protégez-vous. Non, le masque, ce n'est pas fait que pour les gens qui sont malades, parce que vous pouvez être porteur du virus en étant asymptomatique, donc vous pouvez n'avoir aucun symptôme, mais vous êtes contagieux par contre. Donc le fait que si tout le monde portait des masques, en fait, eh ben, on n'aurait pas besoin de mesures de confinement total comme on a en France ou en Ukraine, puisque, eh bien, en fait, chacun protégerait les autres avec ça. Voilà, que vous soyez malade ou que vous ayez l'impression que tout va bien, mais qu'en fait vous avez quand même le virus dans le sang. Puisque comme on ne teste pas tout le monde ni en France ni en Ukraine, eh bien vous ne pouvez pas savoir si vous êtes réellement malade ou pas. Il n'y a que les cas critiques qui sont amenés à l'hôpital qui sont testés, donc c'est une sous-estimation totale du nombre de malades. Voilà. Donc je n'ai pas de pendant ce temps-là à Kiev, je suis désolée. Le seul truc voilà, positif que j'avais à vous montrer aujourd'hui, c'était la petite boule de poil, donc Crimée, que je viens d'adopter aujourd'hui. Donc je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine jusqu'au prochain site rep. Protégez-vous, surtout, respectez les règles de confinement, ne sortez pas tous les 4 matins pour aller au magasin ou à la boulangerie, vraiment respectez ces règles et faites-vous des masques parce que, bon, même s'ils ne sont clairement pas aussi protecteurs que des masques FFP2 ou des masques chirurgicaux, ils protègent quand même dans une certaine proportion, entre 50 et 70% selon le nombre de couches et ce que vous utilisez, et surtout vous protégez les autres. Parce que, comme je l'ai dit, vous pouvez n'avoir aucun symptôme et malgré tout transporter le virus avec vous et donc vous allez postillonner et vous allez refiler le virus à quelqu'un. Donc faites comme les personnes dans les pays asiatiques qui ont l'habitude de ce type de maladie. Protégez-vous et protégez les autres, surtout protégez les autres en portant un masque. Voilà, en attendant je vous dis à la semaine prochaine et passez un bon week-end.